Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Si je vous dis NFT, vous ne comprenez rien, pas de panique. On vous dit tout sur ces jetons numériques qui pourraient bien changer le marché de l'art et pas que, accro aux crypto, c'est à suivre. Donnez vie aux photos de vos ancêtres, vous en rêviez, la start-up MyHeritage l'a fait. De quoi déclencher des cauchemars en matière de privacy, c'est à suivre. Mais d'abord, au Royaume-Uni, une technologie de numérisation de pointe a révélé les secrets de Littlefoot, le squelette de cette femme qui vivait en Afrique du Sud il y a 3,67 millions d'années. Le fossile vient d'être observé au synchrotron national britannique d'Oxford. Les explications avec Inès Olagaray. Une technologie du futur pour plonger dans le passé. Voici Littlefoot, ou Petit Pied. C'est le nom donné à ce fossile du squelette d'une australopithèque vivant en Afrique du Sud il y a plus de 3,5 millions d'années. Il y a 2 ans, son crâne a été emmené en Angleterre dans le plus grand secret, sous la surveillance d'une escorte armée et de Ron Clark, le paléoanthropologue qui en découvrit les premiers ossements en 1994. Il y a 3,67 millions d'années, cette petite femelle australopithèque vivait dans une zone boisée, un endroit que l'on connaît maintenant sous le nom des grottes de Sterkfontein. Et pour une raison inconnue, elle est tombée dans l'une de ces grottes. Cette mésaventure préhistorique s'est transformée en une opportunité inespérée pour les scientifiques. Le squelette de Littlefoot est l'un des plus complets jamais découverts. Un trésor si fragile que le crâne sera étudié ici, à Oxford, à l'aide d'un synchrotron. Un instrument électromagnétique qui utilise les rayons X pour examiner l'objet sans le manipuler. La microstructure de l'os est remarquable. On peut vraiment voir les différents tissus, les proportions, l'épaisseur et aussi la taille des différents canaux. Pour moi, tout ça donne vie à Littlefoot. Toutes les informations récoltées, 7 terabits en tout, ont permis aux scientifiques de faire des hypothèses sur l'âge et le régime alimentaire de Littlefoot, mais aussi de comprendre comment la composition de son crâne a pu jouer un rôle clé pour permettre au cerveau de tripler entre l'australopithèque et l'homo sapiens. Alors, pas certain que les startups de l'ADN puissent vérifier vos liens de parenté avec Littlefoot, mais la bien nommée MyHeritage fait parler les photos de vos ancêtres grâce à l'intelligence artificielle. Deep Nostalgia, c'est son nom, permet de donner vie aux portraits d'antan. Guillaume Gralet du magazine Le Point est avec nous pour en parler. Hello Guillaume. Bonjour Marjorie. Alors, c'est peut-être amusant quand il s'agit du David de Michel-Ange, un petit peu plus flippant si c'est votre arrière-grand-mère ou la mienne, mais en tout cas sur l'échelle de Richter de la privacy, nos données ont du souci à se faire. On peut attribuer un coup de chapeau à cette société israélienne, Marjorie, qui réussit comme personne à utiliser les technologies d'apprentissage profond, à s'appuyer sur des données de plus de 80 millions d'utilisateurs, et même certaines qui viennent des registres paroissiaux du Danemark du XVIIe siècle. Ça fonctionne très bien, mais il faut faire un petit peu attention parce que en dehors d'abandonner effectivement toutes vos données privées, vous pouvez avoir un petit choc émotionnel lorsque vous avez à voir devant vous ce à quoi pourrait avoir ressemblé un de vos ancêtres. Ça rappelle un petit peu l'initiative, vous savez, du brevet déposé par Microsoft qui, lui, avec un chatbot, voudrait nous faire reparler avec des personnes disparues. Et c'est surtout exactement le scénario du tout premier épisode de Black Mirror. Allez, de Deep Nostalgia au Deepfake, il n'y a qu'un swipe. Et surtout, il y a Tom Cruise. Une vidéo tirée de TikTok est littéralement virale et elle apparaît surtout plus vrai que nature. Alors, ce n'était pas mon cas, Marjorie. Je ne connaissais pas Tom Cruise, mais j'ai vraiment eu l'impression qu'il Vous ne connaissiez pas Tom Cruise ? Je ne connaissais pas Tom Cruise, j'ai pas cette chance. J'ai vraiment eu l'impression qu'il me disait bonjour. En fait, on doit ce coup de maître à un Belge qui s'appelle Chris Hume, qui a fait appel aux travaux d'un acteur, Miles Fisher. Le seul petit bémol, c'est qu'il ne nous donne pas vraiment les recettes de son petit exploit. Ça fait là aussi un petit peu peur, mais franchement, on a vraiment envie de jouer au golf avec Tom Cruise. Alors Guillaume, vous ne connaissez pas Tom Cruise, mais j'espère que vous connaissez les NFT parce que c'est le deuxième sujet de cette semaine. Comprenez par NFT l'acronyme de Non-Fungible Token, un jeton non fongible, une sorte d'équivalent digital de titre de propriété. C'est surtout un marché qui frôle depuis le début de l'année le milliard de dollars de transactions NFT. C'est une cryptomania qui elle aussi nous fout les jetons. Alors d'abord, prof Gralet, le NFT, c'est quoi exactement ? Pour comprendre, Marjorie, ce que c'est qu'un NFT,
il faut vraiment comprendre ce que sont des unités fongibles. Alors, des unités fongibles, ce sont des unités qui sont indissociables et surtout interchangeables l'une avec l'autre. Par exemple, 2 billets de 10 €, eh bien, si vous en avez un dans votre poche, moi aussi, on les échange. Ça ne vous posera aucun souci. Vous pourrez les utiliser dans la vraie vie, si j'ose dire. Ici, on a affaire à des biens virtuels, le plus souvent, qui sont uniques. Et pour cela, ils ont été certifiés par la blockchain. Vous savez, cette technologie qu'on pourrait comparer à un grand registre ouvert et qui vont notamment certifier l'historique des échanges. Et la petite subtilité, c'est que s'ils sont uniques, ils peuvent avoir une utilisation démultipliée, un peu comme si vous aviez chez vous une œuvre d'art, eh bien vous pouvez la prendre en photo et la partager. Donc si je comprends bien, ce qu'il garantit, c'est le fait que je sois propriétaire de l'objet numérique que je viens d'acquérir. Mais si on prend des exemples, il y a énormément d'applications différentes des NFT. Oui, il y a des applications un petit peu rigolotes, comme le CryptoKitty qu'on voit juste à côté de nous, des images animées un peu décalées. Il y a eu un petit coup de maître qui a été réussi par l'artiste Beeple, qui a réussi à vendre un clip de 10 secondes, plus de 60 millions de dollars. On le voit ici. C'est assez bien fichu. Alors, il y avait même, pour la petite histoire, un scénario qui devait changer en fonction de l'élection présidentielle américaine. Alors, ça amuse également la chanteuse Grimes, par exemple, ou encore le Wu-Tang Clan, qui a rendu disponible un ouvrage de chevet grâce à des NFT, ou encore le DJ Blao, qui lui rend possible, accessible son contenu discographique via des NFT. Plus sérieusement, la start-up parisienne Ariani se sert de cette technologie pour garantir l'origine de vêtements de marque, avec le soutien d'un top modèle Arizona Muse. Et on voit même le marché du jeu vidéo s'y intéresser, notamment la société Ubisoft qui s'est alliée avec Sorare pour créer des cartes de Panini de joueurs qu'on peut s'échanger. Oui, en effet, ça tombe très bien puisqu'on va en parler tout de suite avec le directeur de recherche blockchain et responsable du laboratoire prospectif chez Ubisoft, Nicolas Poire. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous développez, justement, vous lancez même chez Ubisoft One Shot League, ce jeu de fantasy football. Vous voulez en fait nous faire devenir le meilleur coach de fantasy football grâce à un partenariat avec Sorare, la pépite française des NFT. Oui, c'est exactement ça. Donc, on travaille avec Sorare depuis un moment au sein de notre programme de start-up à Station F. Et travaillant avec eux, adorant ce qu'ils font et explorant les NFT depuis déjà un petit moment, on s'est dit que c'était l'occasion d'essayer par nous-mêmes. Et comme on a affaire finalement à des cartes digitales, un petit peu comme les cartes Panini, eh ben on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait quand on est enfant, qu'on a des cartes Panini? On invente nos propres règles. Et donc on s'est dit, inventons nos propres règles, apportons ce qu'on sait faire, c'est-à-dire du jeu. Et donc on a proposé finalement un système un peu plus stratégique où on va pouvoir utiliser ces cartes qu'une seule fois. Donc il faut imaginer qu'on est le coach d'une grande équipe, on a un super joueur, malheureusement, la petite difficulté, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser que pour un seul match. Et c'est ça qui fait la particularité du jeu. Donc il va falloir bien choisir, être un bon stratège. Et puis on voulait aussi apporter, pour nous c'était très important que ce soit une approche très pédagogique. L'idée c'est de rentrer dans ce monde-là gratuitement pour essayer, pour se familiariser avec ces nouvelles cartes digitales apportées par Sorare. Nicolas, on a parfois l'impression que les données numériques nous échappent. Est-ce que l'essor des NFT va participer à la réappropriation de ces données? Oui, on a vraiment affaire à un nouveau paradigme ici. Donc pour nous, en fait, l'enjeu depuis des années dans cette recherche blockchain, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait en sorte que nos joueurs soient plus acteurs finalement de nos jeux, de nos mondes. Et donc les NFT, ils apportent cette dimension que d'un seul coup, c'est comme si on encapsulait un ensemble de données, c'est le fameux jeton du NFT, et les utilisateurs peuvent donner, échanger, prêter, vendre, et même ajouter tout un tas de nouveaux types d'usages. Et donc, ouais, on est bien dans cette approche de réappropriation des données. C'est-à-dire que demain, on peut prendre un autre exemple dans le jeu vidéo. Je possède un véhicule dans un jeu de voiture, et ben en fait, ce véhicule, il n'est pas enfermé dans le jeu de voiture. D'un seul coup, je peux appeler un copain, lui envoyer, il a le véhicule, il peut jouer avec, il peut en faire ce qu'il veut lui aussi. Et au-delà du jeu vidéo, eh ben, on peut trouver ça dans des tickets de concert, par exemple, où d'un seul coup, on n'est plus seulement dépendant de la plateforme sur laquelle on a acheté le ticket, on peut se l'échanger, on peut se le revendre. Et ça, c'est toute la dimension un peu matérielle qu'apportent les NFT,
à un monde d'habitude plus digital et sur lequel on a moins de contrôle. Donc on est bien dans ce nouveau monde-là de la réappropriation des données. Et comme j'ai bien compris qu'on avait le droit de réinventer ses propres règles, je vais tirer la carte du futur. Et cette question pour vous, Nicolas, jusqu'où les NFT peuvent redéfinir notre approche même du numérique? Alors ça, c'est une excellente question. En fait, aujourd'hui, le monde du numérique, il est quand même dominé par ce qu'on appelle l'économie de l'attention. C'est-à-dire que finalement, on a assez peu de maîtrise sur ce qui se passe. On voit bien qu'il y a tout un tas de sites et de plateformes qui nous mettent un peu de publicité, qui essaient de nous garder le plus longtemps possible. Il y a tout un tas de méthodes de ce type-là. C'est une partie de l'économie du numérique aujourd'hui. Les NFT, ils apportent une alternative avec la décentralisation. Ils apportent cette idée que peut-être il y a d'autres moyens pour des entreprises de monétiser, de gérer cet espace numérique, de le partager aussi et de permettre à plus de gens finalement d'être partie prenante de cet univers-là, en créant une nouvelle économie. C'est ce qu'on connaît déjà, c'est ce qu'on voit déjà apparaître avec les NFT, mais on va aussi voir apparaître effectivement de nouveaux usages plus expérimentaux. Aujourd'hui, il faut se souvenir de ça. C'est pour ça que nous, au lab d'Ubisoft, on explore tout ça. Ce sont des nouvelles tendances, c'est expérimental, c'est un nouveau partage. Et donc nous, on espère que demain, effectivement, les joueurs, c'est quand même notre spécialité, vont être capables de se partager des mondes numériques et d'inventer, grâce aux NFT, encore une fois, des nouveaux usages, des droits d'accès, peut-être des clés secrètes pour entrer dans des mondes, des objets un peu particuliers, un peu magiques, comme on connaît dans le monde du jeu vidéo. Nicolas Poire, merci infiniment d'avoir été avec nous. Et tout de suite, c'est Test 24. Est-ce qu'on peut faire rimer réindustrialisation et robotique? Oui, répond Niro. La société lilloise veut y croire. La relance passe par l'industrie 4.0 et surtout par un coup de pouce avec son bras robotisé qui s'appelle Ned. Oui, un bras particulièrement agile avec pas moins de 6 libertés de mouvement. On le voit juste à côté de moi, possibilité quasi infinie, et puis surtout un bras qui est doté de capteurs, une caméra à l'avant, également des capteurs de pression. On va jouer également sur la vibration pour que ce petit Ned voit à quoi ressemble son environnement. Ça peut être un petit tapis roulant. Ce que je trouve très intéressant ici, Marjorie, c'est qu'on s'appuie sur du logiciel open source avec ce robot operating system, un système d'exploitation pour robotique qui va être utilisé par des centres de recherche du monde entier. Ça peut être Bosch, Amazon, mais également l'école d'ingénieurs ICEN à Lille. C'est un robot qui veut s'appuyer de plus en plus sur l'intelligence artificielle à travers TensorFlow et toutes les données qu'il va récolter. Oui, alors ce qu'on appelle la cobotique, la robotique collaborative en matière industrielle, ça inspire aussi la Chine. Oui, et notamment le fabricant Dobo qui lui a uniquement 4 libertés de mouvement, mais qui a cet immense avantage, j'ai envie de dire, de pouvoir initier des très jeunes aux robots. Vous voyez, les robots ne sont pas uniquement des robots tueurs, ils peuvent nous aider. En tout cas, on a l'impression que c'est le cas de Ned. Je crois que Ned vous aime beaucoup. Je vais vous laisser avec lui, du coup, en tête-à-tête. Et moi, je vais vous dire à très bientôt sur le plateau de Tech24 et sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag Tech24 à la fin de vos messages.